Julien Moka, bonjour et merci d'être venu nous rejoindre au Festival Délé de Chalonnes. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici, bien entendu. Et donc, vous êtes venu présenter ici un certain nombre de bandes dessinées de la collection de la maison d'édition de Boré, la collection des affaires criminelles. Et nous avons discuté avec Luc Révillon et Gérard Berthelot hier concernant l'affaire Seznec. Et moi, je voulais vous demander comment vous êtes-vous retrouvé directeur de collection pour Deboré, pour la bande dessinée. En fait, Deboré est au départ aussi diffuseur. Il diffusait des bouquins que j'avais fait pour un autre éditeur dont je tairai le nom. Il m'a toujours pas payé. C'est une bonne raison de faire son nom. Oui. Et donc, en fait, Deboré, en envoyant ses bouquins, m'a contacté en me disant on aimerait bien faire de la bande dessinée. On s'est rencontrés. Je lui ai expliqué un petit peu comment fonctionnait la bande dessinée. C'est différent du roman. Voilà. En fait, pour faire une bande dessinée, il faut beaucoup de temps. Peut-être plus de temps que encore un peu plus près. Il faut beaucoup de temps. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un de pressé. On se rencontrait, il fallait presque que le lendemain il laissait bande dessinée. J'ai dit non, ça c'est pas possible. Et donc après on a cherché un thème, je lui ai présenté des bandes dessinées historiques, 10 différents thèmes, et puis il a décidé en fait de partir sur les affaires criminelles, mystérieuses, tout simplement parce que lui-même est éditeur d'une collection qui s'appelle Les Grandes Affaires Criminelles et Mystérieuses, qui sont du texte là pour le coup. Et donc il y en a un sur chaque département, d'ailleurs il y en a un sur le Maine-et-Loire qui vient de sortir. Donc ils ont une certaine légitimité en fait sur le sujet, et ils se sont dit pour aller voir les libraires, on saura de quoi on parle, et du coup ça sera peut-être plus facile à placer. En fait ça fait un petit peu rajout de gamme quand même, il y avait vraiment une volonté délibérée de faire de la BD ou d'étoffer une gamme pour présenter aux libraires, comment ça se passe? Non, ils avaient déjà fait il y a 4-5 ans une bande dessinée sur la bête du Gévaudan avec Jean-Louis Pêche, le père de Sylvain et Sylvette, et ils avaient envie d'y revenir depuis longtemps, et du coup c'est notre rencontre qui a fait qu'ils s'y sont mis. Mais non, c'est pas du tout un rajout de gamme, parce que si c'était le cas, du coup ils auraient pu prendre le premier projet venu et puis dire ça y est, on fait de la BD. Mais c'est bien de faire de la BD, mais après il faut aussi savoir la vendre. Ouais. Je veux dire. Là c'est cohérent avec leurs autres collections. Donc vous vous êtes retrouvés en train de diriger cette collection. Et alors, donc vous saviez à peu près comment vous vouliez faire, vous avez quelques idées, comment faire pour rassembler une équipe, qu'est-ce qui vous a motivé? Alors voilà, justement, directeur de collection, c'est bien pompeux. On va dire que je suis le relais entre l'éditeur et les auteurs. Qui au départ c'était des copains en fait, ou des copains de copains. Donc c'était plus ça mon rôle, c'était d'essayer de trouver une équipe, mais voilà, je suis pas directeur, si je suis directeur de collection, mais je suis plutôt relais entre mes potes qui sont dessinateurs, oui, voilà, et puis l'éditeur. J'ai plus un rôle tampon qui n'est pas forcément toujours très agréable, puisque les rapports entre un éditeur et des auteurs sont pas toujours super simples, quoi. D'un côté il y a les artistes et de l'autre côté il y a le financier. Alors il y a un certain nombre de titres qui sont sortis. Alors j'aimerais bien que vous nous parliez de Berge Rouge, parce que il y a un phénomène qui est assez intéressant au niveau scénario, c'est que vous êtes plusieurs à écrire le scénario, et comment ça peut fonctionner une chose pareille, Sarah? Alors effectivement la collection donc a débuté avec 3 titres, donc l'affaire Seznec, les Sœurs Papin et donc l'Auberge Rouge, que j'ai effectivement co-scénarisé avec Didier Calaguillo. Alors c'est pas simple finalement de co-scénariser, il faut mettre son ego de côté, là encore une fois, pour essayer de rendre un travail efficace, se dire que son idée c'est pas forcément la meilleure. Alors après sur la façon de travailler, d'écrire à 4 mains, il y a autant de façons de travailler qu'il y a 4 co-auteurs. Là avec Didier, ce qu'on a fait, on a fait en fait ensemble le chemin de fer. C'est-à-dire qu'on s'est assis autour d'une table en disant qu'est-ce qu'on va raconter. Oui, le chemin de fer, c'est la façon de faire un magazine, par exemple, quelle place voilà. Quelle place on va allouer à chaque scène.
Une fois qu'on est, donc ça a pris plusieurs jours, enfin, un peu plus, on s'est vu une fois, après chacun nourrit ça de son côté, on se revoit, et une fois que donc là je fais court, hein, parce qu'il y a forcément plein de discussions, et donc une fois que le chemin de fer était ficelé, vu que Didier avait plus de temps que moi au départ, parce que moi j'étais sur d'autres choses, il a commencé à écrire les 24 premières planches, où donc lui avait un travail majeur, on va dire, et moi j'ai fait la même chose sur le reste de l'album. Une fois que donc les 48 pages étaient écrites, je les ai relues intégralement, j'ai un petit peu touché à son découpage, pas tant que ça, plus à ses dialogues pour qu'il y ait une cohérence entre le début et la fin de l'histoire, enfin, que les personnages s'expriment toujours de la même façon. Et puis une fois que j'avais fait ce travail-là, on s'est revus, et puis on a validé ensemble l'ensemble de l'album, et on l'a fourni donc au dessinateur, qui lui aussi nous a demandé des fois en disant bah tiens, finalement est-ce que cette scène-là on pourrait pas la rallonger. Donc même le dessinateur a un petit peu pris part au scénario, même si on l'a un peu bridé en disant écoute, on a eu du mal à se mettre d'accord à deux. Oui, parce que alors, que ce soit l'affaire Seznec ou le Berger Rouge, c'est des affaires qui n'ont jamais été résolues. Donc il y a une sorte de parti pris à prendre, et quand on est plusieurs à le prendre, ça peut faire des sortes de... Alors les deux affaires ont été résolues dans l'absolu, puisque les deux affaires ont été jugées, et dans les deux cas, les individus ont été condamnés. Maintenant, dans les deux cas, on se dit aujourd'hui qu'il y a peut-être eu erreur judiciaire. Sur l'Auberge Rouge, c'est quasi sûr en fait. Les historiens, quelques historiens ont fait des recherches là-dessus. Il y a un ouvrage qui est paru au CNRS sur le sujet, et il montre qu'en fait c'est la vindicte populaire qui a vraiment condamné et amené jusqu'à l'échafaud ces aubergistes qui a priori n'avaient jamais fait de mal aux bouches. Quand on lit d'ailleurs les journaux de l'époque, ils avaient donc un serment, ces aubergistes, et à lire donc les témoignages, c'était un individu qui devait faire 2 mètres de haut, qui était noir, donc à l'époque, au XVIIIe siècle, il n'y en avait pas beaucoup, enfin au XIXe pardon, et dans notre contrée, et en fait c'était un personnage qui faisait même pas 1m60 de haut, qui était tout chétif. Donc on voit vraiment que c'est la rumeur qui a condamné ces aubergistes. Donc en fait, parce que là vous êtes en train de travailler au niveau de la collection sur l'affaire Stavisky, sur l'affaire du pullover rouge, et vous avez un projet aussi avec Forton, vous pouvez nous raconter? Eh oui, avec Gérald Forton, donc ça, j'ai de la chance de pouvoir travailler avec un gentleman, un monsieur de cet âge qui a fait tellement de choses. Donc il habite aux États-Unis, et il m'a appelé cette semaine, et en même temps il parlait de des cours. Je me demandais si ça allait, parce qu'en fait je suis très respectueux de ce qu'il fait, donc je lui demande toujours ça te va. Et puis il me dit tu sais quand Charlier faisait ci, quand Jacobs, et là t'es bah oui, tu as travaillé donc avec tous ces gens-là, et là tu travailles avec moi. Donc ça c'est cool, et donc ensemble on fait l'affaire Pauline Dubuisson, qui est une affaire qui est nettement moins connue que les autres, mais qui du coup elle est passionnante. C'est l'histoire en 2 minutes, mais c'est très difficile en 2 minutes. En gros c'est une demoiselle qui a eu des rapports intimes avec les Allemands, mais à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait 12-13 ans, donc du coup à la libération, on l'a jugée, on l'a condamnée à mort pour collaboration, alors que finalement elle n'a fait que coucher avec des Allemands parce que c'était une jeune fille qui aimait ça, mais il n'y avait aucune volonté de collaboration, elle était juste amoureuse des hommes qu'elle voyait. Donc du coup à la libération elle est jugée, condamnée, violée, elle passe devant le peloton d'exécution, elle aurait dû, et finalement son père la sauve au dernier moment. Donc du coup après elle a des rapports un petit peu difficiles avec les hommes, elle couche à droite, à gauche, en ayant un petit ami quand même officiel qui l'a demandé 1 fois en mariage, 2 fois en mariage, 3 fois en mariage, puisqu'il était fou amoureux d'elle. Au bout de 3 fois, il dit c'est bon, j'ai compris, je m'en vais. Et du coup, 1 an après, elle apprend qu'il va se marier. Donc là, elle est folle de rage, elle se dit mince. Donc elle tente de le reconquérir, et il n'y arrive pas. Donc elle avait acheté une arme, elle le tue. Elle retourne l'arme contre elle, l'arme s'enraye. Du coup, elle tente de se suicider au gaz, mais les secours arrivent.
procès, condamnation. Finalement, elle ne fait que 9 ans de prison. Au bout de 9 ans, elle part vivre au Maroc, puisqu'à ce moment-là, elle sort le film La Vérité sur son histoire. Et au Maroc, pareil, une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un qui la redemande une nouvelle fois au mariage. Du coup, elle pète un peu les plombs parce que le mot mariage. Et donc, elle lui demande un petit peu de réflexion. Ça tombe bien parce que lui doit partir un mois en mission. Au bout d'un mois, il revient. Elle se décide, elle veut raconter sa vie. Donc lui, il part en courant, normal. Il lui dit tiens, sa vie. Et là, elle se suicide. Voilà, ça c'est toute sa vie. Donc ça va être à raconter en 48 pages, mais c'est passionnant. Et donc là, vous me disiez tout à l'heure en off que travailler avec Forton, c'est pas comme travailler avec les dessinateurs avec lesquels vous avez travaillé jusqu'à maintenant, et que du coup, il y a des exigences qui sont différentes. Racontez-nous un peu. Ouais, exactement. En fait, Forton, donc j'écris un scénario qui fait 3-4 pages pour lui raconter l'histoire, et puis après, on fait du découpage par planche, c'est-à-dire qu'on lui sur la page 1, on lui dit bon, bah voilà, il va se passer ça, et dans chaque case, on dit bah, case 1, une voiture arrive, case 2, sort de la voiture, case 3, il referme la porte à clé. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que je suis habitué à travailler. Comme ça, je sais à peu près combien j'ai de cases par planche, je sais combien je mets de dialogue par case, parce qu'il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon c'est illisible. Et du coup, lui, il m'a demandé. Il m'a dit, bah, écoute Julien, moi ce que je préférerais c'est que tu me fasses un découpage par planche. Tu m'enlèves tout ce qui est case, tu me dis juste ce qui se passe, la scène qui se passe dans la planche, et tu m'écris le dialogue. Et j'ai essayé de faire ça et je suis incapable de faire ça parce que je suis complètement perdu. Donc du coup, ce que je lui dis, c'est que écoute, moi je te donne un découpage case par case comme je le fais. Après, libre à toi de ne pas le respecter. Et d'ailleurs,